Good morning and welcome back to the Human Advantage. We are Bonjour on day et two. bienvenue A au little Human beleaguered, but very much Advantage. ready to talk to a Et lot c'est more. aujourd'hui le deuxième jour. Nous allons poursuivre nos conversations. Au cours de cette journée, si vous avez déjà passé la journée d'hier avec nous, on a parlé de comportement, l'application des sciences comportementales. Aujourd'hui, nous allons parler intelligence artificielle. Vous allez le voir, on va parler d'amélioration, prendre de meilleures décisions, de meilleurs choix pour faire de meilleures affaires. Comment utiliser l'IA pour améliorer tout ce que nous faisons. Encore une fois, merci. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir participé hier. Nous avions des gens du Pakistan, Paris, Londres, Rome, Milan, Singapour. On a vu nos collègues à Singapour. Merci d'avoir participé hier. Merci d'être là à nouveau ce matin. Nous souhaiterions remercier nos stars académiques, Cass Sunstein, Hilke Plasman. On vous en aurait bien d'autres aujourd'hui, donc restez bien connectés. Vous avez rencontré également des praticiens hier, ceux qui appliquent tout ce dont on parle sur le terrain pour l'appliquer dans le domaine du public et du privé. Aujourd'hui, nous allons faire exactement la même chose. Nous aurons ces praticiens, ces utilisateurs dans le domaine de la finance, des produits de grande consommation, et j'en passe. Donc restez connectés, restez avec nous. Adrien Liard, notre illustrateur, est là. Il est en train de chauffer les crayons. Il nous dessinera de jolies choses toute la journée. Il les laissera avec nous, pardonnez-moi. De temps en temps, on fera un petit point avec lui sur ses œuvres. Merci à toutes et à tous encore une fois. Vous êtes connectés d'à peu près partout, plus de 2400 participants, plus de 80 pays. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Et puisque nous parlons de notre présence internationale, eh bien, un grand bonjour aussi à la famille BVA qui est partout. Nous avons une équipe internationale avec des bureaux partout dans le monde. Voilà ce que nous faisons. Un de nos grands métiers, un de nos grands piliers, c'est Insights avec BXite, BVBDRC, BPRS InVivo et BVA Doxa. Nous avons également la Data Factory. Vous entendrez Stell aujourd'hui et notre équipe de consulting. C'est là que je travaille avec Eric chez BVA Nudge Consulting et Ubicus également qui propose des solutions SaaS. Voilà, tous les secteurs d'activité dans lesquels nous intervenons. BVA est une entreprise à mission. Benefita en italien. Aux États-Unis, c'est B Corp. Notre objectif est de permettre aux gens de prendre de bonnes décisions, des décisions bien informées pour un meilleur avenir. Cette mission, couplée à notre passion pour les sciences comportementales, ont mené à Human Advantage. Nous voulions un événement de passionnés, pour des passionnés, qui s'applique à la fois au secteur privé et public. Cet événement est gratuit. Je vois qu'Hélène Bertrand, nous avons des CEO qui sont connectés, nous avons des étudiants qui nous suivent, et c'est exactement ce que nous voulions. C'est essayer de toucher un public aussi large que possible. Et nous sommes en passe d'y arriver. Aujourd'hui, au cours de cette deuxième journée, comme je l'ai dit à l'instant, on va parler d'IA, des avantages de l'IA. Si vous avez des questions tout au long de la journée, vous pouvez nous les faire parvenir par le chat. N'hésitez pas à les adresser en particulier à nos intervenants. Ils y répondront. Comme hier, nous avons un partenariat avec SparkUp. SparkUp nous permet de poser des questions et de faire de petites enquêtes tout au long de la journée. N'hésitez pas à répondre là aussi aux questions SparkUp. Je crois que nous sommes désormais presque prêts pour lancer cette deuxième journée. Alors, c'est vendredi. Eric est un tout petit peu en retrait pour l'instant, mais nous avons un programme ultra chargé. Donc, je vais demander à Emily Goods de bien vouloir me retrouver. Emily est notre Chief Innovation Officer dans la famille BVA. Emily s'occupe de l'innovation dans l'ensemble des métiers de BVA.
ainsi qu'à la transformation liée à l'IA. Bonjour, Emily. Alors, l'IA, je commence à apprendre, mais je vais avoir besoin de toi. Bonjour, merci Ted. Alors, l'IA, quel sujet? Je vais essayer d'être aussi bon qu'Eric hier. J'espère que ça sera aussi intéressant, voire plus, qu'il y aura autant d'énergie, voire plus. On a des intervenants formidables. L'IA, c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer la donne. Nous n'en sommes qu'au balbutiement. C'est assez polarisant encore, mais chez BVA, nous avons fait pas mal de tests. Nous avons expérimenté et aujourd'hui, on a envie d'aller un peu plus loin, voir où cela peut nous mener, partager ce qui a été acquis à date et nous espérons que cela vous intéressera. Voilà. Vous avez vu le premier Spark Up, la première question Spark Up. Aujourd'hui, si c'est votre première question, vous ne connaissez pas encore l'outil, on va démarrer avec une keynote. Olivier Sibony, restez avec nous, on va démarrer dans quelques instants maintenant. Bonjour Olivier, bienvenue. Ravi de vous revoir. Alors, je vais présenter Olivier, même si cela n'est pas véritablement nécessaire, je vais quand même tenter. Aujourd'hui, vous êtes professeur à HEC, école bien connue si vous êtes en France ou à Paris. Vous étiez partenaire chez McKinsey pendant 25 ans. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, j'en ai un certain nombre ici. Vous allez commettre une terrible erreur. Vous allez redécouvrir le management et le dernier qu'est écrit avec Daniel Kahneman et Cass Sunstein que nous avons vu hier qui s'appelle Noise. Voilà, Olivier, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter vous-même et puis voilà, la parole est à vous. Je ne vais pas me présenter ou me représenter, vous en avez entendu assez. Le sujet dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui, pour être clair, n'est pas un domaine d'expertise pour moi, comme vous venez de le voir. Mes recherches et mon écriture portent principalement sur la prise de décision. Mais bon, on me pose en permanence la question à propos de l'intelligence et est-ce que l'intelligence artificielle change notre façon de poser des questions? Donc, on va passer à mes diapos. Alors la question c'est peut-on faire confiance à l'intelligence artificielle en matière de prise de décision? Voilà, les diapos sont là. Alors c'était pas celle-là, c'était un peu plus loin. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, en guise d'introduction, je dirais qu'il y a au moins 3 façons d'utiliser l'IA aujourd'hui. C'est une typologie qui n'est pas parfaite, qui vaut ce qu'elle vaut. Et puis, parfois, on sera un petit peu dans les 3. Mais voilà, moi, je vois 3 choses, 3 grands piliers. D'abord, l'innovation radicale. Des choses que l'intelligence artificielle nous permet de faire que nous ne pouvions pas faire auparavant. On entend des choses extraordinaires, fabuleuses, réalisées par l'IA. Il y a un deuxième pilier qui est un peu moins excitant, mais probablement tout aussi intéressant, notamment d'un point de vue économique. C'est l'automatisation à grande échelle par de tâches qui étaient auparavant effectuées par l'humain. On le fait beaucoup plus vite, on le fait de manière beaucoup plus efficace grâce à l'IA, avec l'impact aussi sur l'emploi. Et puis, moi, aujourd'hui, je vais vous parler du 3e pilier, c'est l'IA utilisée pour aider à la prise de décision, comme une aide à la décision.
Et au cours de cette décision, je vais essayer de mettre un peu un cadre que nous avons essayé de présenter dans le bouquin qu'on vous a montré tout à l'heure, qui s'appelle Noise, mon dernier bouquin. Lorsque vous émettez un jugement, il y a 4 choses qui peuvent survenir. D'abord, vous pouvez avoir raison. D'accord? Imaginez, vous avez une équipe de personnes qui tirent sur la même cible, avec le même fusil, sur la même cible. S'ils tirent plus ou moins au centre de la cible, voilà, ils sont sur cible. Parfois, vous avez déjà entendu parler que tout le monde il y a un biais, une erreur partagée. Si vos tireurs tirent sur la même cible avec le même fusil, ils sont biaisés. Ici, c'est peut-être le vent qui souffle fort, ou peut-être que le fusil, le canon du fusil a un problème. Bref, peu importe. Il y a une raison qui crée ce biais et tout le monde fait la même erreur. C'est ce qu'on appelle un biais en matière de prise de décision. Et puis, il y a autre chose. Lorsque vous regardez une cible comme celle-ci, il y a ce qu'on appelle du bruit. Ce sont des erreurs plus random. C'est-à-dire que en moyenne, vous avez raison, vous êtes au milieu, ou vous ne l'êtes pas, comme à droite. Donc là, vous avez du bruit et de la dispersion, de la variabilité d'une personne à une autre ou d'un moment à un autre. La même chose est vraie pour la prise de décision. Il peut y avoir des biais, il peut y avoir du bruit et de la variabilité aléatoire entre différentes personnes qui prennent des décisions. Alors, en quoi cela est-il lié à l'IA? Alors, j'aimerais couvrir trois sujets, 3 thèmes avec vous ici pour y répondre. Le bruit et le biais impactent les 2 systèmes d'IA que nous utilisons de nos jours. Deuxièmement, il soulève différents défis et des aides à la décision. Alors, prenez les 2 systèmes d'IA. Vous avez peut-être entendu parler de l'ancienne IA, comme on connaissait auparavant, symbolique, et la nouvelle IA. Alors, en simplifiant, je vous le rappelle, je ne suis pas expert, mais l'ancienne IA, c'est l'application logique de règles basées sur la représentation d'idées. Vous utilisez Waze pour aller de A à B. L'ordinateur suit des instructions, il y en a beaucoup, certes, il y a beaucoup de données, certes, mais ça vous donne la meilleure solution pour aller de A à B ou d'effectuer une tâche. Le problème, c'est que parfois, ça peut faire des bêtises. Voilà, parce que l'ambiguïté, ça ne marche pas. Quand vous avez une voiture qui lit le panneau à droite ou à gauche, il ne reconnaît pas que il pense que c'est un panneau, par exemple. Donc, l'IA symbolique ne gère pas très bien les situations de la vraie vie. Et puis, c'est pour cette raison-là que nous avons aujourd'hui la nouvelle IA, c'est l'IA machine learning, qui ne respecte pas les règles comme auparavant, mais qui est en fait une émulation dans notre cerveau et donc apparaît comme beaucoup plus naturel. C'est ce que font les LLM, les Large Learning Models, Language Models, comme ChatGPT par exemple. Alors, on connaît le système 1 et le système 2. Ces deux l'ancienne IA fonctionne comme le système 2. Lorsqu'il y a une erreur, l'erreur est basée sur des règles erronées, des données erronées. On peut retrouver les erreurs parce que on sait quelles sont les données qui ont causé l'erreur. On peut éliminer le bug de manière assez simple. On comprend assez bien comment cela fonctionne et on s'attend à ce que ça fonctionne tout le temps. Voilà. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. Le système 1, lui, par contre, est basé sur comment nous réfléchissons, comment nous conversons. C'est beaucoup plus naturel et il y a là aussi des erreurs. Et ces erreurs sont beaucoup plus humaines. Donc là, lorsque le machine learning commet des erreurs, ces erreurs peuvent être aussi bêtes mais avec une apparence très humaine. Regardez cet exemple de ChatGPT.
qui répond à une question. La question, c'est donnez-moi en une phrase, donnez-moi une explication précise du codage génétique dans la formation des étoiles. Bon, c'est une question qui n'a ni queue ni tête, mais ChatGPT y répond très bien et avec une réponse très plausible. Voilà. C'est ce qu'on appelle une hallucination. C'est-à-dire que l'IA va vous générer des choses, va inventer des choses. Voilà. Pour dire les choses, c'est du bullshit. Voilà. Pour être clair, l'IA se comporte de la même manière qu'un élève à l'école à qui on demande de réciter sa leçon mais qui ne l'a pas apprise. Voilà, il va inventer. Il va inventer quelque chose qui plus ou moins tient la route, qui va peut-être faire l'affaire ou pas. Ça semble, ma foi, plausible. Voilà, même si le gosse n'a rien appris. Mais en fait, c'est du non-sens. Cela ne signifie rien. Et ce non-sens est extrêmement difficilement décelable. Et il est très difficile de faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est ce qui fait c'est ce qui rend ces LLM, ces Large Language Models, aussi séduisants, mais aussi dangereux. Donc, pour revenir au sujet du noise, du bruit, ça, c'est du noise. Ce n'est pas un biais. Il n'y a pas d'erreur prévisible dans le système, mais il y a énormément de variabilité qu'aujourd'hui, nous ne savons pas gérer. Et il y a donc différents types de bruit. Il y a la stabilité. Donc, dans le même modèle, vous allez avoir différentes réponses. Si vous posez la même question à ChatGPT, vous aurez des réponses différentes. Et c'est intéressant, si vous demandez à ChatGPT pourquoi sa réponse varie d'une fois à l'autre, il va dire « Ah, mais c'est parce que j'essaie d'être un peu plus humain. Voilà. Je souhaite être plus humain. Donc, mes réponses sont aléatoires parce que c'est pour être plus naturel. Je sais que l'humain est complètement non fiable et pour avoir cette apparence plus humaine, eh ben je fais comme les humains. Voilà, j'adopte le comportement humain. Ça c'est la première chose. Ensuite, ChatGPT ne connaît pas la vérité. Si vous posez une question à un Large Language Model, puis à un autre, vous n'aurez pas forcément les mêmes réponses. Parce que pour savoir ce qui est vrai pour connaître le vrai du faux, eh bien, ils utilisent des règles qui ne sont pas forcément les mêmes. Et puis, ChatGPT, disons-nous-le, ne sait pas ce que c'est qui est vrai et ce qui est faux. Donc, fondamentalement, cela veut dire qu'il ne faut jamais faire confiance à un LLM. Voilà. C'est assez simple. Donc, les gens vous disent, attention, ne faites pas confiance, ne faites pas trop confiance à l'IA. Bon, il y a quand même une difficulté. C'est tout aussi vrai avec l'humain. La raison pour laquelle ChatGPT n'est pas fiable, c'est parce que nous ne le sommes pas non plus. Donc, on ne peut pas faire confiance à un LLM ou à l'IA pour la même raison qui fait que l'on ne peut pas faire confiance à l'humain. Alors, je vous propose d'aller explorer cette notion de manière un peu plus détaillée et voyons quels sont les défis que soulèvent ces difficultés, les difficultés que je viens d'évoquer. Alors, je vais vous poser 3 questions pour essayer d'explorer ces idées ensemble. D'abord, comment peut-on rendre l'IA acceptable? Pourquoi n'utilisons-nous pas plus l'IA aujourd'hui? Eh bien, une étude qui date bien d'avant l'IA, je crois que c'est 1966, c'est une méta-analyse de centaines d'études menées au cours des décennies précédentes. Donc on parle d'anciennes recherches des années 60 notamment. Et le père de cette recherche était Paul Mill, qui comparait le jugement au jugement d'algorithmes. Donc, on parle de formules très rudimentaires à l'époque. Avec des questions, est-ce que ce criminel va récidiver? Est-ce que cet étudiant va réussir à son diplôme? Est-ce que telle ou telle personne va réussir dans son nouveau poste? Donc là, on est sur de la prédiction.
et des experts humains, des juges, des médecins, des recruteurs, des personnels d'université utilisent toute leur expérience pour porter un jugement sur ces individus, pour répondre aux questions. Ils viennent donc répondre aux questions et puis on va finalement arriver avec une espèce de formule, avec des indicateurs. Ce sont des choses assez simples. Vous prenez des chiffres, vous les additionnez et ça vous donne un score. Voilà. Et ce score, la question, c'est est-ce que l'humain est meilleur que le système? Eh bien, non. L'humain n'est pas aussi bon, ou à peine aussi bon, rarement meilleur que la formule. Ça, c'est quelque chose que l'on sait depuis longtemps. Voilà. C'est établi, et c'est vrai dans un nombre important de situations. Mais ça a été ignoré. Tous les experts dont on parle continuent à faire ce qu'ils faisaient avant, sans utiliser la formule. Voilà. Pourquoi? Parce que ces formules ne sont pas populaires. Ces personnes qui prennent eux-mêmes les décisions essayent de conserver leur pouvoir de prise des décisions. On trouve beaucoup d'incohérences lorsqu'il y a des humains. Les formules, aussi rudimentaires soient-elles, est cohérente et sans bruit, est toujours la même. C'est pour cette raison-là qu'un algorithme, en moyenne, fonctionne mieux que l'esprit humain parce qu'il est constant, il est cohérent. Il n'est pas plus intelligent, mais il va à chaque fois fonctionner de la même façon et ignorer tout le bruit autour. Donc, question. Pourquoi continuons-nous à juger le jugement, à faire confiance au jugement humain alors que l'on sait que les formules marchent mieux? Par exemple, comment se fait-il que nous continuons à faire confiance à des humains pour décider qui va passer en l'année suivante à l'université, qui va passer un entretien, être accepté? Pourquoi nous continuons nous-mêmes à faire passer des entretiens d'embauche? C'est une manière extrêmement peu fiable pour engager les gens. On le sait depuis toujours. Et pourtant, à peu près tous les professionnels RH nous disent qu'ils ne sont absolument prêts à renoncer à l'entretien. Et croyez-moi, moi non plus. Pourquoi? J'ai lu plein de bouquins sur le sujet, mais voilà. Nous tenons à notre jugement. C'est finalement aussi une question de contrôle que nous souhaitons conserver. Et en moyenne, on nous dit que malgré cela, l'IA est meilleure. Voilà, c'est une belle question quand même. Alors, la question d'après, c'est la barre, à quelle hauteur faut-il la placer pour l'adopter? Si on parle de perfection, bon, la barre est très haute. L'IA ne sera jamais parfaite. En tout cas, pas dans les domaines dont on parle de prédiction. C'est ce qu'on lui demande, mais ce n'est pas possible parce que le futur, par définition, est imprévisible. Et pour être meilleure que vous, elle n'a pas à être meilleure. Donc, où placer la barre pour que l'IA soit meilleure que nous? Ça, c'est une vraie question. La deuxième question, est-il vrai que les humains devront toujours contrôler l'IA? Alors là, j'aimerais beaucoup vous entendre sur le sujet. Voilà, donc, je vais vous demander de choisir l'une des trois réponses. Pour vos décisions commerciales les plus importantes dans l'IA, est-ce que l'IA va vous remplacer et prendre les décisions dans la plupart des cas? Est-ce que l'IA va vous aider, mais même si c'est vous qui contrôlez? Ou est-ce que vous ne vous servirez pas du tout de l'IA? Je vous propose de prendre quelques secondes, d'abord pour voir qui répond et combien de personnes répondent. Voilà, les gens votent. J'ai bien aimé les termes que vous avez utilisés tout à l'heure. Lorsque vous évoquiez le mot bullshit, confabulation, c'est pas mal, c'est bien trouvé. Alors, on voit qu'il y a une immense majorité d'entre vous qui répondent à la réponse B. C'est ce qu'on a souvent, hein. C'est 90, voire 95 même, de personnes qui répondent B. Et effectivement, les gens disent, oui, je veux garder le contrôle, mais je vais m'en servir quand même. Et il y a énormément d'articles, de rapports,
de directives gouvernementales qui indiquent que l'humain doit garder le contrôle, que l'humain doit rester au centre de la prise de décision en matière de prise de décision. Il y a même de nouvelles réglementations sur le sujet qui conservent l'humain au centre de la décision. C'est tout à fait compréhensible. Personne ne souhaite devenir le pantin articulé d'une IA. Mais bon, on est quand même en plein paradoxe lorsqu'on parle de prise de décision. Si une IA est capable de prendre de meilleures décisions que nous, pourquoi contrôler l'IA et pourquoi contrôler les décisions, nous, humains? Et finalement, comment savoir à quel moment accepter l'IA et à quel moment ne rejeter les décisions de l'IA? Si on décide, si on suit ceux qui ont répondu B, les gens qui disent moi je vais utiliser l'IA, même si c'est moi qui prends la décision au bout. Le risque, c'est deux scénarios. Soit le modèle est d'accord avec vous, l'IA est d'accord avec vous, et là, super, vous êtes content et vous êtes dans un mode de confirmation. L'IA est en fait un moteur qui vous permet de confirmer votre position, aussi juste ou fausse soit-elle, ou l'IA n'est pas d'accord avec vous, et dans ce cas-là, vous l'ignorez, ça vous plaît pas, elle n'est pas d'accord avec moi, c'est qu'elle doit avoir tort. Je parle de l'IA. Bref, ce que ça veut dire, c'est que dans ce cas-là, vous perdez votre temps avec l'IA. Si l'IA est en moyenne meilleure que vous, plus précise que vous, eh bien, elle doit l'être, parce qu'il y a des cas où vous allez être en désaccord, alors que l'IA a raison, et vous avez tort. S'il n'y avait pas d'exemple où l'IA a raison et vous avez tort, dans ce cas-là, elle ne peut pas être meilleure que vous en moyenne. Donc, c'est lorsque vous êtes en désaccord avec l'IA qu'il faudrait lui faire confiance. Et si vous décidez de fonctionner au cas par cas et de dire lorsque l'IA est pas d'accord avec moi, je décide d'aller outre, et souvent on passe outre, eh bien vous allez prendre des décisions certes éclairées mais fausses. Voilà. C'est pas bon quand même. C'est pas une bonne façon d'utiliser l'IA. Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours croire ce que dit l'IA? Certainement pas. Il faut faire la part des choses entre faire confiance à un modèle et la recommandation par un modèle. Il y a énormément de raisons de ne pas faire confiance à un modèle. Un modèle doit être contrôlé au niveau de sa qualité, il doit être pratique, il doit être légal, il ne doit pas créer des atrophies de compétences. Il y a la question du biais aussi, donc vous ne devez pas faire un modèle qui ne répond pas à ces critères, à ces exigences extrêmement sérieuses. Il faut donc tester le modèle. Donc, si la raison qui fait que vous ne faites pas confiance à un modèle, c'est parce que c'est une boîte noire, il prend de mauvaises décisions, là, ce ne sont pas des raisons suffisamment solides. Oui, les modèles peuvent faire des erreurs. Oui, ça va vous sembler idiot, mais vos erreurs humaines à vous sont probablement jugées de la même manière par l'IA. Mais l'IA fait probablement des fautes qui sont moins sévères, moins graves que les vôtres. Bref, une fois que vous avez décidé que vous allez utiliser le modèle, est-ce que cela signifie qu'il faut toujours lui faire confiance et ne jamais aller outre? Non. Par contre, il y a très peu de cas où vous allez aller outre. Pour Mill, le père de la recherche que j'évoquais tout à l'heure dans les années 60, il parlait de jambes cassées. Lorsque vous savez, vous prenez un cas et que vous savez que c'est décisif et que le modèle ne le sait pas, c'est un bras ou une jambe cassée. L'exemple de Mill, c'est un modèle qui vous dit si vous allez aller au cinéma ce soir ou pas. Et si vous savez que quelqu'un s'est cassé la jambe, vous savez qu'il n'ira pas au cinéma ce soir. Voilà. Et le système n'avait pas cette information. Donc, dans ce cas de figure, là, vous pouvez aller passer outre. Pas parce que vous n'aimez pas la réponse, mais tout simplement parce que vous détenez une information que le modèle ne détient pas. Et là, vous ne faites pas confiance au modèle. Bref, ça soulève d'autres questions. Quand faire confiance au modèle? Au niveau du modèle,
puis au niveau de chaque recommandation émise par le modèle et de quoi avons-nous besoin pour être à l'aise avec le modèle et les décisions prises du modèle. Ça, c'est important pour les entrepreneurs. Il y a des modèles aujourd'hui qui existent sur le marché d'aide à la décision. Ils semblent très solides, mais lorsque vous regardez comment ils sont testés sur le terrain par des professionnels qui les utilisent, eh bien, c'est pas aussi systématique que cela ne devrait l'être. J'ai vu des gens qui pensent qu'ils font confiance à un modèle sur quelques cas sans vraiment comprendre comment il fonctionne. C'est difficile et ils n'ont pas forcément fait de recherche statistique sur le modèle. Donc ça, c'est un point important. Voilà, donc en fait, cela devrait attirer davantage l'attention des gens qui s'impliquent dans le milieu des affaires. Puis ensuite, je souhaiterais effleurer cette question des biais dans les systèmes algorithmiques. Alors, si vous regardez les médias, s'agissant de l'IA, il y a un grand nombre d'appréhensions fondées d'ailleurs sur les risques suscités par l'IA. C'est-à-dire que l'IA va renforcer les biais constatables dans la société. Alors, ces biais existent, c'est vrai. Mais bon, soyons clairs. Pourquoi est-ce que ces biais existent? Alors, c'est un exemple bien connu ici. Amazon a développé un système de recrutement couronné de succès parce que, soi-disant, parce que il y avait davantage de recrutement masculin que féminin. Pourquoi alors l'IA se fonde sur les données réelles? C'était sa base d'entraînement qui a été recrutée par Amazon et l'algorithme, en l'espèce, a compris que pour faire aboutir ta candidature, c'était une condition peu favorable que d'être une femme. Donc ici, la question, comment être recruté avec succès? En fait, il interroge le passé et il voit, je vois, mais c'est pas explicite, parce que bien entendu, l'algorithme n'a pas des informations, certaines informations précises, mais l'algorithme comprend que Joe, par exemple, qui joue au hockey, c'est peut-être sans doute un homme, et Brenda qui fait autre chose, c'est sans doute une femme. Donc l'algorithme recruter davantage d'hommes. Donc, horrifié par cela, que son algorithme était sexiste, Amazon l'a jeté aux orties l'outil. Alors, c'est quoi le problème? Eh bien, l'algorithme, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous avez été sexiste jusqu'à présent dans vos démarches de recrutement. Donc, l'algorithme vous tend un miroir de vos décisions passées. Donc, si vous vous dites, je n'aime pas ce miroir, je vais casser le miroir, tout d'un coup, est-ce que ça vous rend une image meilleure? Est-ce que votre image est meilleure parce que vous avez cassé le miroir? Non. Vous devriez vous dire, en fait, le miroir me rend quelque chose, une image qui me déplaît. Donc, je ne devrais pas me conformer au passé, je devrais changer. Alors, il y a deux façons de faire. Soit vous allez changer les décisions humaines une par une, éduquer, entraîner, soutenir à l'aide de nage, d'outils, vos chargés de recrutement, pour mener à bien vos entreprises de recrutement. Vous pouvez le faire, c'est parfaitement louable. Ou bien vous pouvez vous tourner vers un IA, un outil fondé sur l'IA, pour amenuiser, voire éliminer les biais que vous avez retenus à votre insu auparavant. Alors ça suscite un grand nombre de défis. Je n'en retiens que deux. Par exemple, dans un grand nombre de pays, vous n'êtes pas autorisé à utiliser des informations qui feraient naître une discrimination, comme vous savez que l'IA ne discrimine pas sur la question du genre. Il y a encore un défi plus épineux. Si vous voulez vous fixer des objectifs pour ne pas être tomber dans un biais, qu'est-ce qui est constitutif d'un biais? Alors, si société X, je ne parle pas d'Amazon, mais société X découvre qu'elle a recruté jusqu'à présent seulement 30% de femmes, et maintenant, elle se dit, non, en fait, dans le système IA, je vais faire en sorte que celui-ci va retenir 40%. Très bien. Alors, pourquoi 40? Pourquoi 50%? Et 50%, bon, très bien, mais pourquoi pas 60%? Puisque dans le passé, c'était 30%, il faut jouer du rattrapage. Alors, c'est une décision difficile, retenir le chiffre, et d'ailleurs, c'est motivé
politiquement. Et c'est plus sympa de ne pas prendre cette décision, ne pas hiérarchiser vos critères, ne pas dire bon, on va compromettre cette dimension pour privilégier tel autre, ou bien on va se fixer cet objectif parce que c'est ce que t'as revient à l'intérêt pour nous. Alors plutôt que de prendre ces décisions épineuses, c'est plus sympathique de se conformer aux humains, parce que c'est moins visible, les biais, n'est-ce pas? Quand vous placez votre confiance dans l'homme, ces biais sont invisibles, mais ils sont là pour autant, ces biais. Donc, la question se pose de savoir comment définir une bonne décision, comment fixer les règles pour faire émerger la bonne décision et comment retenir des bonnes priorités embarquées dans le système que vous allez utiliser. Système IA, j'entends. Alors, ça suscite d'autres questions. 3 questions, d'ailleurs, qui font miroir aux questions que je vous ai posées précédemment. Alors, en synthèse, nous ne sommes pas aussi bons qu'on le pense. Dès lors, la question est se poser de savoir quelle est la qualité de vos décisions sans l'aide de l'IA. Alors, sans l'IA, quelle est la qualité de vos décisions précédentes? Exemple, décision de recrutement. J'ai rencontré très peu de sociétés où les gens peuvent précisément apporter une réponse fondée sur la qualité de vos décisions. Alors, 2 ans après le recrutement, combien de personnes sont restées dans la société? Bon, c'est très simple, hein, mais très peu de chargés de recrutement sont capables de répondre à cette question. Donc, en tant que chargé de recrutement, est-ce que je suis meilleur ou pas meilleur selon cet indice comparé à mes collègues? Si je ne sais pas, comment je peux déterminer que l'IA est mieux que moi en espèces? Alors, si l'IA est à tort 20% des fois, c'est une chose. Mais si j'ai raison 60% des fois, bon, c'est une possibilité de réduire les erreurs si je recours à l'IA. Donc, vous n'êtes pas tout aussi bon que l'IA. Alors, ces décisions de l'IA, est-ce que le modèle sera bon? Et comment mesurer la qualité des prédictions proposées par l'IA? Là encore, il faut mettre cela à l'épreuve de façon rigoureuse et non pas de façon anecdotique. Hein. Malheureusement, c'est le cas dans certains cas. Puis troisièmement, qu'est-ce que vous allez demander à l'IA de chercher? Quels critères vont piloter les interrogations de l'IA? Alors, pour l'instant, il y a des critères plutôt nébuleux, pas pondérés, ambigus, il n'y a pas d'hiérarchisation formelle. Alors, comment dire à l'IA? C'est ça qui m'intéresse. Et de façon structurée, plus structurée que vous le faites actuellement. Alors, comment vous allez structurer vos décisions, autrement dit, qui seraient interrogeables par le modèle? Alors, l'envers de cette médaille, pour les régulateurs, c'est ceci. Quelles applications devraient faire l'objet d'une réglementation? Quand est-ce que c'est important de savoir que l'IA est mieux que nous? Alors, qui devrait valider ces modèles de l'IA? Qui est-ce que je devrais à qui est-ce que je devrais faire confiance quand je suis utilisateur? Et est-ce que je dois faire fond sur la validation d'un régulateur? Et qu'est-ce qui est constitutif d'un biais? C'est une question épineuse, hein, là encore. Un biais d'ailleurs dont je suis redevable si je vais utiliser un modèle et celui-ci a un biais significatif dont je serai débiteur. Mais qui dit responsabilité dit définition de biais qui doit être diffusée. Alors ces biais, ces définitions de ces biais sont encore nébuleuses. Alors c'est fabuleux aujourd'hui pour ceux qui développent ces systèmes, ceux qui souhaitent y recourir. Et j'espère d'ailleurs que mon propos aura suscité des questions. Alors j'en reviens à votre première planche. Vous avez évoqué 3 types de l'IA: automatisation, innovation radicale et aide à la décision. Bien. Alors, mon sentiment, peut-être mon biais, c'est que les médias et le quidam dans la rue sont obsédés par les 2 premières questions, c'est vrai,
Et pour l'aide à la décision, c'est un peu poussé à la périphérie. Mais si j'utilise l'IA, c'est précisément pour cette troisième question. J'ai pas automatisé grand chose de ma vie d'ailleurs. Alors pourquoi est-ce qu'on se fixe? Pourquoi est-ce qu'on cristallise notre attention sur les deux autres questions, mais non pas sur l'aide à la décision, sachant que vraiment c'est ce qui est utilisé fréquemment, cette aide à la décision, n'est-ce pas? Alors faire simple, c'est la science-fiction. C'est-à-dire que on est obsédé par les représentations des robots, des machines folles qui vont dominer le monde. Et c'est plus séduisant quand on en parle au dîner, à un dîner mondain, plutôt que de parler d'une aide à la décision, de savoir si je dois recruter pour le service comptable Joe ou Marie. Mais voilà, mais en fait, en réalité, c'est la décision auxquelles sont confrontées les sociétés actuellement. Alors, c'est quoi l'obstacle pour les gens, hein, pour utiliser davantage de l'IA? Alors, outre l'habitude, il y a la possibilité de recourir à de l'IA selon certaines formes. C'est pas tant nouveau que ça, si nouveau que ça d'ailleurs. C'est quoi l'obstacle? Ah ben, on pense qu'on est chouette dans la prise de décision. Alors pourquoi solliciter une aide, hein? Parce que on n'est pas perfectible, on est parfait. Et c'est pour ça que le premier défi que je vous pose, c'est demandez-vous si vous êtes bon, mesurez la qualité de vos décisions. Alors, un exemple, suite au livre Noise, rédigé par un certain nombre de neuroscientifiques, des spécialistes dans l'épilepsie, en fait, ils interrogent la variabilité de la qualité du diagnostic posé. Alors, question, voilà, simple. Est-ce que cette personne souffre d'épilepsie ou pas? Alors, l'étude a interrogé des grands spécialistes et il y avait un niveau de noise, des informations parasitaires, très élevé. Donc, s'il y a un désaccord sur les diagnostics, l'un doit avoir raison et l'autre non. Alors, donc le taux d'erreur est plus élevé qu'on le pensait. Et les formules qui nous sont proposées pour apprécier l'incidence de cette pathologie, il y a des erreurs. Donc la question se peut savoir, est-ce qu'ils font moins d'erreurs que nous? Donc, c'est ça la première question, me semble-t-il. Et somme toute, c'est cette prise de conscience, s'agissant de la qualité de la décision, c'est difficile. Et puis ensuite, toutes choses égales par ailleurs, avec le taux d'erreur étant semblable, on préfère qu'un homme fasse erreur qu'une machine fasse erreur. On s'attend à ce que les machines soient parfaites. Hein. C'est le schéma humain que les machines doivent être parfaites. Quand vous rentrez dans l'ascenseur et que vous voulez atteindre le 7e étage, enfin, c'est pas admissible que l'ascenseur ne bouge pas ou bien vous ramène au sous-sol. Donc, quand on parle de ces questions d'aide à la décision dans un monde incertain, et surtout quand il s'agit de l'avenir, l'incertitude n'est pas évacuée. Hein. Elle existe, l'incertitude. Hein. Donc voilà, il faut savoir comment composer avec des modèles, gérer des modèles fondés sur l'IA qui vont faire des erreurs parfois. Mais la question, c'est si les machines font erreur moins que nous, moins fréquemment que nous, et on doit être plus à l'aise avec l'adoption de l'IA. Mais pour l'instant, si une machine fait erreur une seule fois, aux sorties, souvenez-vous du premier GPS embarqué dans votre voiture, qui n'était pas forcément très bon. Hein. Vous ne l'avez pas utilisé à terme parce que vous avez estimé que c'était mauvais. Alors si votre femme était à côté et qui lisait la carte et qui faisait des erreurs, vous n'allez pas jeter aux orties votre femme. Hein. Bon, donc en fait, on tolère davantage les erreurs humaines comparativement aux erreurs de la machine. Donc on est peut-être trop confiant et trop peu tolérant. Il n'y a plus de cartes dans nos voitures. Bon, des questions affluent de l'auditoire en ligne. On va essayer une. Alors, pour les décisions humaines à haut risque, sachant qu'une machine n'est pas forcément
très sensible à la question du risque. C'est la question qui a retenu les voix, enfin, c'est une question qui a été la plus plébiscitée, donc c'est pour ça que je vous la pose. Alors, c'est quoi l'appétit au risque, hein, à retenir? Et quelle est la décision à prendre compte tenu de ce risque? Par exemple, vous allez lancer un nouveau produit, hein, soyons simples. Vous allez lancer un nouveau produit. Ce produit a une certaine probabilité de réussite, quelle qu'elle soit. Bon, à un moment donné, dans certaines sociétés, il est parfaitement recevable que de dire, voilà, 40% de probabilité de succès. On va voir ce qui marche, hein, ce qui marche pas, et on peut, bon, si ça marche pas, on fera autre chose. Donc, chez d'autres sociétés, c'est un grand lancement, et vous n'allez pas lancer quelque chose, enfin, peut-être que la trésorerie est vide, et vous ne pouvez pas vous permettre de vous tromper, ou peut-être que votre PDG n'est pas très bon, bon, bref, quelle que soit la raison, vous avez des attentes plus élevée et une tolérance plus faible face à l'échec. Donc l'IA devrait vous dire, si vous l'utilisez, non pas ne pas y aller ou y aller, c'est quelle est la probabilité de succès. C'est ça la question. Hein. Si l'IA va vous dire ce produit jouit d'une probabilité de réussite à 60%, bah, vous devez le faire. Bah, l'IA ne devrait pas vous donner le feu vert ou pas, il doit vous fournir la probabilité de succès. La décision quant à savoir quel risque vous estimez acceptable, cette décision vous revient. Et c'est ça qui est parfois peu acquis. Hein. Les gens ne mesurent pas la probabilité autant qu'ils devraient le faire. Si on pense le monde comme un arbitrage, bah c'est plus facile. C'est plus facile de faire de trouver le bon grain de livret. C'est intéressant. Utiliser l'IA, ce serait peut-être un engin de confirmation de biais, mais c'est un risque, ça. Alors, les gens peuvent adopter l'IA de façon ainsi. Oui, mais quand je demande aux gens comment ils utilisent les aides à la décision, ils disent « Ben non, ben je l'utilise pour une chose précise ». Alors, il y a 30 ans, j'avais cette réponse. Quand je demandais aux recruteurs, est-ce que vous avez recours à la graphologie, c'est-à-dire l'analyse de l'écriture et en dégager des traits de caractère. Et quand je posais la question aux responsables, comment est-ce que vous utilisez cette information assez douteuse, ils disaient, non, c'est juste un point, hein, c'est point parmi un océan d'informations. C'est difficile de prendre une décision, donc toute information peut nous aider. Donc pourquoi ne pas l'utiliser comme un élément supplémentaire? Mais en fait, c'est assez nuisible. Hein. Si vous utilisez une information peu fiable, l'IA ou la graphologie, peu importe, mais si vous utilisez une information qui n'est pas fiable de façon intrinsèque, hein, bah en fait, ça va renforcer votre hypothèse de base, votre postulat de base, c'est intuitif ou bon, quel que soit le procédé, mais ça sert à renforcer votre impression de confiance. Et donc en fait, c'est un biais de confirmation. Moi, je suis content que la graphologie ait disparu parce que mon écriture, oh là là, faut pas. Enfin, on pense que je suis médecin d'ailleurs. Alors, on a un temps résiduel pour prendre d'autres questions. Alors, vous parlez d'une nuisance sonore, si je puis dire. Est-ce que cela peut devenir positif et non pas négatif? La variabilité peut être positive. D'ailleurs, on le qualifie plus de noise. Les jugements bénéficient d'une certaine variabilité. Si vous êtes créatif, c'est souhaitable, la variabilité. Si vous êtes trader dans un marché, il faut avoir une vision alternative. Vous voulez avoir cette attitude. Donc parfois, vous voulez que les gens réfléchissent différemment l'un par rapport à l'autre, parce qu'après tout, c'est le moteur de la sélection. Hein, Darwin, hein. Variabilité, ensuite sélection. Donc la variabilité, c'est utile quand, à terme, il va y avoir une sélection. Et cela se limite aux exemples que je vous ai présentés précédemment. L'innovation, créativité, marché. Hein, pour faire court, trois éléments et non pas deux. Mais il y a des cas abondent. Mais pour d'autres décisions, qui sont les décisions
majoritaire, est-ce que je dois recruter cette personne ou pas? Alors, soit c'est le meilleur candidat qui existe, ou bien non. Et si on est en désaccord sur ce point, c'est pas la diversité, la créativité. Enfin, non, toi ou moi. Enfin, soit toi, soit moi. Il doit y avoir quelqu'un doit avoir tort, hein, doit avoir tort. Donc la variabilité, c'est intéressant quand il n'y a pas de oui ou de non. Mais on exploite ces informations pour parvenir à un oui ou un non. Mais c'est un sous-ensemble quand on apprécie la qualité d'un produit, quand on apprécie la qualité d'un candidat à la fac ou pour une société, et quand vous allez solliciter un médecin, vous n'allez pas porter au nu sa créativité, vous voulez une réponse, oui ou non. Alors, une dernière question, parce que c'est vraiment intéressant. Alors, chez nous, mes collègues, et dans l'auditoire, ils évoluent dans le domaine du marketing. Alors, pour garder leur emploi, ces professionnels, comment est-ce qu'ils peuvent donc être protégés de l'avènement de l'IA pour garder leur emploi? Alors, je ne sais pas. Ça s'inscrit dans le domaine d'automatisation de l'IA, hein, susceptible de remplacer l'humain. Alors, je ne sais pas pencher vraiment sur cette question. Alors, parmi cette population, ils vont prendre des données qualitatives pour en tirer des préconisations assez robustes pour des clients. Alors, pour des aides à des décisions, plutôt que de m'utiliser moi, est-ce qu'il vaut mieux utiliser l'IA? Bon, pour répondre à cette question, et là, j'ai été conseiller, hein, et je suis conseiller depuis, consultant depuis longtemps. Avant de prendre une décision, l'humain a besoin qu'un autre humain soit présent pour lui tenir la main et lui dire « c'est la bonne décision, mec ». Et comme ça, il y a eu un échange, je suis le consultant, ou le coach, ou une épouse, un collègue, ou un consultant. Et en fait, cela, c'est quelqu'un qui est dépositaire de votre confiance. Donc l'idée, c'est que ce sera de moins en moins des compétences techniques qui vont proposer ces conseils, parce que ces compétences techniques, tout simplement, seront complétées par l'IA. Donc, il sera davantage les compétences interpersonnelles qui vont compter, le conseil, hein, plutôt que des compétences techniques. Et donc, en fait, comment dire, c'est le rôle des compétences, effectivement, qui sont dignes de confiance, qui rentrent sur le devant de la scène. Merci de ce dialogue qui ouvre notre deuxième journée. Restez avec nous.